Bonjour Pierre Péan. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien pour Enquête et Débat. Alors, vous avez sorti un livre récemment qui s'appelle Carnage et dont les médias n'ont a priori pas parlé. En fait, je n'ai pas trouvé grand-chose à ce sujet. Oui, il y a eu un seul grand média, Marianne, qui en a parlé. Alors, j'ai deux façons de voir les choses. Je préfère prendre la positive. On m'a pas tapé dessus, c'est déjà pas mal. Mais par contre, on n'a pas parlé. Et malgré tout, le livre marche. Alors, oui, donc, alors comment vous l'expliquez? Je pense qu'il y a au moins deux raisons fondamentales. La première, c'est que la plupart des journaux ont pris sur l'Afrique et à partir de la tragédie rwandaise des positions très en faveur de Paul Kagame, de la version officielle de Paul Kagame. Donc c'est très difficile pour qu'il se déjuge. Les médias ne font pas retour en arrière. Ils ne font pas de retour en arrière. Donc ça, je crois que c'est la plus importante des raisons. Et puis la deuxième, je parle de sujets très très délicats. Je parle du lobby pro-israélien aux États-Unis et je parle de sa projection en France et surtout je réintroduis en Afrique un acteur dont on parle peu, qui est Israël, dans le jeu des grandes puissances en Afrique. Je pense que ça suffit pour expliquer, me semble-t-il, le silence de la plupart des médias. Donc pour résumer votre livre, puisque le sous-titre en est « Les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique », donc selon vous c'est Israël qui est derrière tout ça? Non, pour être bien clair. Non, j'ai absolument pas dit que c'était Israël qui était derrière tout. J'ai seulement essayé, plutôt que de dire toujours avec une vision et une lorgnette française, qui est quand même ce que font la plupart des ONG, des associations qui ont un grand poids et qui sont repris largement par les médias et qui ne voient que par la lunette française. J'essaie de mettre tous les agendas, enfin quelques agendas sur l'Afrique et j'aurais introduit beaucoup le rôle des États-Unis, de la Grande-Bretagne, d'Israël et puis maintenant des pays émergents, c'est-à-dire de la Chine. Donc voilà, c'est une vision plus globale de l'Afrique et qui permet, me semble-t-il, de mieux comprendre par exemple ce qui se passe au Soudan et ce qui s'est passé au Rwanda, et on ne peut pas comprendre, me semble-t-il, la tragédie rwandaise si on ne connaît pas ce qui s'est passé au Soudan et dans les pays autour du Soudan. Et donc un des thèmes que j'ai, c'est que l'Afrique de l'Est, l'Afrique des Grands Lacs, est largement une projection. Il y a sur ce coin du continent africain au minimum, la projection du conflit du Moyen-Orient. Voilà. Alors une question sur l'Afrique, parce qu'il y a peu de spécialistes africains en France, il y a notamment Bernard Lugan. Qu'est-ce que vous pensez de ces thèses? Parce qu'il est assez écoutez, Bernard Lugan est très très violemment critiqué, mais pas tellement au-delà de ses positions sur l'Afrique. Il est surtout critiqué pour avoir été un temps proche de mouvements d'extrême droite, plus que pour ses positions. Alors sur les positions, moi je pense que sur la tragédie rwandaise, c'est la seule chose que je connaisse. Il a été dans un premier temps, je dirais, très anti-politique africaine de la France, et très pro-Tutsi, très pro-FPR, très pro tout ça. Et en travaillant, il s'est rapproché de ma façon de voir. Donc voilà, je pense que moi je ne suis incapable de prendre position sur le reste puisque je ne connais pas en dehors de la tragédie rwandaise. Je pense qu'il a eu une appréciation honnête puisque quelqu'un qui est capable de changer de position, pour moi c'est toujours quelqu'un qui attire ma sympathie. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le leader kabyle Ferhat Meheni, qui est le président du gouvernement provisoire kabyle. Il a sorti un livre récemment qui s'appelle « Le siècle identitaire ». Et pour lui, donc, comme c'est très bien explicité, le siècle à venir est le siècle des identités. Et alors, la tragédie rwandaise en est une illustration selon lui, comme la tragédie kabyle, etc. Est-ce que vous partagez cette thèse et qu'est-ce qu'elle vous évoque? C'est très difficile que j'ai une opinion sur lui, sur ces thèses, puisque en fait je ne les connais pas, sauf au travers de ce que vous venez de m'en dire.
je pense que moi, ce que je peux dire, ma façon de voir, c'est que le 21e siècle, il y a une telle dissolution des identités par le biais de la mondialisation, par le biais de tout ça, qu'on voit bien que les gens ne savent plus où ils sont, ne savent plus où ils ont un besoin de se rattacher à leur coin, de se rattacher à leur terroir, de se rattacher à leur pays, de se rattacher à les régions, se rattacher à leur religion, se rattacher à toute chose. Et donc, je ne sais pas si c'est sa thèse, mais en tout cas, ça me semble évident qu'il y a un retour de l'identité. Et comment vous expliquez justement que cette identité, quand elle est française, et sa défense de cette identité, elle est diabolisée, alors que quand je regardais une manifestation, par exemple, des Tibétains, c'était le Tibet aux Tibétains. Et un peu partout dans le monde, on défend son identité, mais en France, ce serait quelque chose d'extrême droite, par exemple. C'est un des thèmes qui m'intéresse beaucoup, de comprendre effectivement pourquoi il y a une haine de soi qui se projette et qui se voit dans les sondages par quelque chose d'extraordinairement négatif à l'égard de nous-mêmes. Et donc, cette vision du monde en ayant tout le temps, en se battant toujours la coupe. Voilà, non mais c'est effectivement, je constate aussi, je veux dire que autant personne ne trouve à redire que les Américains respectent leur drapeau, se mettent au garde à vous, entonnent leur chant, c'est considéré comme ça fait l'objet d'aucune critique, et la même chose en France provoque des critiques énormes. Moi, pour avoir dit que je demandais à mes petits-enfants de se lever quand il y avait la Marseillaise, Robert Ménard, qui m'interviewait, m'a dit « Tu veux vraiment que j'écrive ça ?» Je dis « Oui, effectivement, oui. » Oui, puisque vous avez été interviewé récemment par Média, donc vous avez fait la une. Alors justement, changeons un peu de sujet et parlons un peu de liberté d'expression, qui est un thème qui nous est cher, à Enquête et Débat. Est-ce que la liberté d'expression est menacée selon vous aujourd'hui en France, et si oui, par quel phénomène? Moi, je crois que sur la liberté d'expression, je pense qu'elle ne me semble pas menacée. Je vais dire, puisqu'on est dans une époque dite de transparence où on en entend plus que jamais, mais je pense que c'est pas par ce biais-là, c'est-à-dire que la transparence est telle, la profusion est telle que c'est, me semble-t-il, de plus en plus compliqué d'avoir les bonnes clés d'interprétation, et je pense que les manipulations n'ont jamais été aussi fortes. Mais ce n'est pas la liberté d'expression, chacun, à mon avis, peut réussir à projeter ce qu'il a envie de projeter. Mais après, c'est celui au niveau de la réception, je veux dire qu'au fond, on est de plus en plus, chaque citoyen doit, s'il veut véritablement exercer ses droits de citoyen, se transformer en rédacteur en chef pour l'analyse de tout ce qui peut lui arriver, qui est à profusion. Donc je pense que la liberté d'expression, elle est seulement menacée par la trop grande liberté d'expression, et si on n'a pas les critères, si on n'est pas éduqué, si on n'est pas pour pouvoir l'analyser. Voilà. Et donc, vous ajoutiez que par rapport à la liberté d'expression, quand même, vous êtes contre la judiciarisation du débat. Je suis pas contre, je suis absolument contre. Je trouve que c'est une dérive absolument hallucinante qui criminalise tout et ça c'est la vraie censure, elle vient de là. Hein. C'est de cette évolution vers la judiciarisation. Alors, quand vous me parliez de la liberté d'expression en général, je pense qu'à cause de l'évolution Internet, il n'y a pas grand risque, mais le risque il vient seulement par les attaques en justice. Et donc le procès Zemmour qui vient d'avoir lieu, par exemple, je vous dis que vous soutenez Éric Zemmour? Évidemment, je soutiens Zemmour. Le jour du... Même si je suis pas en accord avec tout ce qu'il dit, évidemment. Ça n'a rien à voir. Ça fait partie des libertés d'expression. Et je trouve scandaleux que les organisations
Et d'autant plus que moi aussi, j'ai été attaqué par SOS Racisme. Je trouve ça scandaleux. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Mais alors, si je décrypte un peu, donc avant cette interview, vous me disiez que Wikileaks, c'était pas trop votre tasse de thé. Pas du tout, non. Et alors donc, Internet, pour vous, donc c'est comme la langue des autres, hein, c'est le meilleur et le pire. Absolument. Pour moi, Internet, on ne peut pas être ni pour ni contre. Parce que c'est un outil. Donc, c'est un outil qui peut être effectivement qui est le meilleur dans la mesure où il permet à chacun d'obtenir, mais il permet à chacun. Comment fait-il le tri, hein, puisque c'est un outil où il n'y a strictement aucun contrôle. Le journaliste, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un journaliste? C'est quelqu'un qui est capable de trier. Hein. Dans la mesure où il y a plus ce tri, alors ça peut être formidable, mais ça peut être terrible. Je veux dire qu'on voit bien, il y a une profusion de vision complotique de l'histoire comme il n'y en a jamais eu. Donc, alors je veux dire qu'on ne peut pas répondre, moi je ne veux pas répondre à Est-ce que c'est pas une redéfinition du rôle du journaliste justement? Ah bah évidemment. De trier maintenant l'information? Ah bah c'est bien de plus en plus... Oui mais non, je dis que c'est le citoyen qui se retrouve face à son internet. Alors c'est à lui, en fait au bout du compte, c'était vrai avec la presse écrite, mais grosso modo il pouvait y arriver assez facilement le citoyen, parce qu'il savait grosso modo où se situer. Hein. S'il était communiste, il achetait l'Humanité, s'il était de droite classique, il achetait le Figaro, c'était au fond tout ça. Et puis après, s'il voulait aller voir ailleurs, il savait très bien comment il pouvait aller ailleurs. Là maintenant, il a tout sur son écran. Alors quel critère prend-il? Et donc je pense que maintenant, je pense à l'école primaire d'apprendre comment douter, comment trier, comment tout ça. Donc, c'est maintenant au niveau du citoyen plus que de faire le travail que faisait habituellement le journaliste. Alors, vous êtes un des spécialistes du monde. Je parle du quotidien, évidemment, du fait de votre livre, La face cachée du monde. On aimerait avoir votre avis sur ce qui est en train de se passer au monde ces derniers mois, avec la prise de pouvoir de Pierre Berger, Xavier Niel et Bernard Pigasse. Mathieu Pigasse, pardon. Bon, écoutez, je pense que j'ai été un bon spécialiste du journal Le Monde, jusqu'à la publication de mon livre. Mais je suis un monomaniaque et donc je fais sujet après sujet. Et quand je suis dans un sujet, les autres, alors autrement dit, pour répondre à cette question, ça peut être que du réponse de Café du Commerce. Disons que oui, enfin, un minimum étayé quand même. Non, parce que je n'ai plus enquêté. Je vois que... moi j'ai d'abord mon rapport personnel. En tant que lecteur? Non, d'abord en tant que lecteur, mais je suis abonné à Le Monde FR, hein, donc je lis ce qui m'intéresse. Et ça c'est mon premier rapport avec lui, que finalement le plus important. Puis il y a le 2 où je suis plutôt content pour Carnage, qui ne parle pas de mon livre. Hein, parce que comme de toute façon il m'aurait tapé, alors entre pas une ligne et taper, je préfère finalement pas une ligne. Vous n'êtes pas l'adepte du il n'y a pas de mauvaise publicité? Non, parce que même si je lis pas les papiers, je sais que je lis jamais les papiers me concernant, sauf quand j'ai un procès, hein, mais parce que je suis obligé. Mais je suis au courant quand même, il y a suffisamment de gens qui m'appellent. Et donc voilà, mes rapports personnels. Alors là, après, je constate seulement que l'équilibre n'est toujours pas revenu. Je constate que les trois de mon époque ont quitté. Je constate s'il y a cette situation de reprise en main et de changement capitalistique, c'est que 7 ans après, le monde continuait à faire comme s'il était en dehors des règles capitalistiques, puisqu'il produisait certes des papiers, mais il produisait du déficit. Hein, et donc ça ne peut jamais fonctionner longtemps. Et donc, et de ce que je peux lire, voilà, on n'a pas encore, je crois, on n'est pas arrivé au point de savoir quel est le nouveau monde.
Hein, on est encore dans cette phase qui est la suite, me semble-t-il. Enfin, c'est pas la suite de notre livre. Nous, si on a fait un livre et qu'il a eu du succès, c'est que on a seulement dit ce que les gens intuitivement ou un peu plus savaient. Ça n'aurait pas eu ce succès. Hein, et donc, ça veut dire que ça fait 7 ans qu'on a... Alors, est-ce que l'arrivée de Berger, Pigasse et autres et Neil va changer? Voilà, je crois qu'il faut encore attendre un an et demi. Et là, vous me redemanderez ce que je pense du nouveau monde. Rendez-vous est pris. Et deuxième question, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution d'Edoui Plenel maintenant qui a monté Mediapart et donc qui a sorti notamment cette affaire Bettencourt sur laquelle j'ai une autre question? Alors, écoutez, moi, je ne voudrais pas être... je suis déjà... Je veux aucun acharnement, moi. Donc, on a une vieille histoire entre nous. Ça me gêne c'est pas ma préoccupation. Donc, mais le fait qu'un certain nombre de gens me posent des questions, l'affaire redémarre. C'est comme ça qu'avec Média, j'avais fait une interview sans parler de Plenel, et puis il m'a reposé une question après l'affaire Bettencourt, et c'est ça qui a été repris le plus, c'est donc ma vision de Plenel et de l'affaire Bettencourt. Donc je suis un peu... voilà, regardez ça de loin, on a l'impression. Je veux le regarder de loin parce que je ne veux pas être considéré comme un obsessionnel anti-plénélien. Hein. Bien sûr. Je pense que c'est quelqu'un de grand talent. Hein. Je dirais la seule chose qui me gêne, moi, c'est son engagement militant. Hein. Moi, je suis classé à gauche, mais c'est tout. Hein. Je crois que ça n'a pas. Je crois pas, même c'est un classement, parce qu'on ne peut pas laisser les gens sans les installer dans un tiroir. Donc on m'a mis dans le tiroir de gauche, mais je ne crois pas que ça influe beaucoup sur ma façon de voir. Mais évidemment, j'ai comme tout le monde des lunettes. Hein. Je ne crois pas à l'objectivité. Donc je prends l'honnêteté, mais pas l'objectivité. Alors en ce qui concerne Plenel, c'est pas un reproche, je constate seulement qu'il a des engagements militants tellement forts que notamment dans le traitement des affaires, il est capable il les lance à la façon de militant, c'est-à-dire comme si il revenait, il feuilletonne, il s'acharne. Hein, il s'acharne. Alors que moi, j'ai pas du tout, avec une vision manifestement morale et politique. Alors que c'est pas du tout. Moi, même les gens que je décris je mets le moins possible d'adjectifs. Je me mets le moins possible sous l'angle de la morale, parce que je considère que je ne suis pas un flic, je ne suis pas un juge, c'est pas à moi de dénoncer. Et je dois dire que j'ai même un réflexe inverse. Quand quelqu'un est en train de sombrer, j'ai plutôt tendance à lui donner la main. Donc la seule chose que j'ai dit, que j'avais dit à Média, c'est-à-dire que Plenel avec l'affaire, Plenel Mediapart avec l'affaire Bettencourt était redevenu le modèle absolu de tous les journalistes, et j'avais tempéré tout ça en disant que je ne voyais pas très bien ce qu'il avait apporté de plus, sinon de faire sortir des écoutes, et j'étais quand même étonné, lui qui avait souffert des écoutes, comment lui mettait son journal dans la publication d'écoutes volées. Donc j'ai toujours la même attitude avec le rapport, l'évolution journalistique du début des années 90, et dont probablement Plenel est un des symboles. Cette évolution qui a fait du journaliste quelqu'un qui enquêtait sur les enquêtes, au lieu d'enquêter directement, c'est-à-dire était totalement fonctionnait dans un rapport direct avec flics et juges, et donc n'ayant pas la liberté d'initiative, n'ayant pas l'initiative des enquêtes, mais se collant derrière les enquêtes,
critiqué beaucoup cette approche de la presse, surtout où on n'a pas la liberté d'entreprendre une enquête. Moi, je pense que la noblesse de ce métier, c'est de décider soi-même où on enquête et non d'être derrière un juge ou un flic. Alors, deux dernières questions, mais terminons rapidement sur l'affaire Bettencourt. Maintenant qu'elle est terminée, qu'est-ce que vous en pensez et de son traitement médiatique notamment? Alors, ce que j'en pense, je vais dire, si vraiment, j'entends sous l'angle politique, parce que pour le reste, ça m'intéresse peu, on a beaucoup parlé des enveloppes de Madame Bettencourt aux politiques. Je vais vous dire franchement, moi qui m'intéresse aux questions de financement politique, si la France était encore au niveau des enveloppes de Madame Bettencourt, eh ben je dirais bravo, c'est formidable. Ça veut dire qu'on est encore de façon totalement artisanale et comme chacun sait, dans une enveloppe, même avec des billets de 500, même avec une grosse enveloppe, on ne peut pas quand même en mettre beaucoup. Tandis que moi, de ce que je connais de financement politique, c'est des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus secrètes, et où l'unité de compte est le million d'euros. Et le million d'euros ne se met pas dans une enveloppe. Donc je veux dire, de mettre ça complètement, élever ça comme étant vraiment le symbole du financement politique, disons que je pensais que c'était pas très sérieux. Et donc ce suivisme médiatique, en effet, que vous avez noté, c'est assez impressionnant pour un site finalement internet, parmi tant d'autres. Oui, ça veut dire qu'en tout cas son site marche bien et qu'il a su faire une belle reconversion, en tout cas, pour être. Tout à fait. Donc il a repris largement la position qui était la sienne au monde. Donc, et sur internet. Après, c'est des problèmes de jugement, mais on peut lui tirer son chapeau sur cette affaire. Tout à fait.